Merci à tous d'être présents et présents. Alors déjà, pour commencer, vous prie de bien vouloir excuser la non-féminisation de la table qui est présentée aujourd'hui, du plateau du jour. On va essayer de rattraper ça absolument dans le jeu de questions-réponses qu'il va pouvoir y avoir. Et puis, donc, le webinaire est enregistré, mais ça reste un temps vraiment d'échange et de partage qu'on a voulu vraiment comme tel. Donc, on ne diffusera pas le contenu, sauf si on dit vraiment des choses très pertinentes, mais a priori, on est vraiment sur un temps d'échange, de partage et de réflexion entre nous avec une dimension informelle. Dans le chat, on va vous mettre un lien pour une prise de notes qui sera partagée. Voilà, comme ça, on pourra tous repartir avec un petit souvenir de ce moment. Donc, avant de commencer, je suis Rémi Montaigne, directeur de Reseco, et donner le cadre un peu et les modalités et l'histoire de ce temps. Simon Huguenat, dans sa qualité de sénateur, donc, a piloté la commission d'enquête sur la commande publique avec Denis Batoublet comme rapporteur. Et parmi les 160 personnes qui ont été interrogées là, durant ces 4 mois d'édition, il y a eu 4 administrateurs de Reseco qui ont été auditionnés, 3 autres administrateurs de Reseco qui ont été auditionnés, pas forcément en tant que tel, sauf M. Didier Quérault qui a été auditionné en tant que président, mais aussi M. Guidoni, donc pour le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, M. Fournier de Nantes Métropole qui a été auditionné pour France Urbaine et qui s'excuse d'ailleurs aujourd'hui, et donc Christophe Amorité interviendra à sa place. Et l'idée, c'était vraiment de se rassembler, d'avoir un moment de partage avec nos adhérents, mais aussi nos partenaires, nos alliés, nos financeurs. Donc, on n'a pas fait ça de façon exhaustive, on n'a pas fait de communication grand public sur cet événement. Mais comme vous l'avez bien compris, l'idée, c'est de favoriser les échanges. Et quand on parle de partenaires et d'alliés, il y a le CJDD, il y a l'ADEME, il y a France Urbaine, d'autres réseaux qui sont intéressés par le sujet des achats publics durables, mais il y a surtout, bien sûr, les autres réseaux régionaux de la commande publique avec qui on se retrouve de façon informelle tous les mois et avec qui on partage un certain nombre de choses et de réflexions. Pour le déroulé de l'intervention, donc on va avoir un temps où M. Simon Huguenat va nous présenter en résumé les quelques pages de ce rapport. Donc on prendra une vingtaine de minutes de présentation pour le rapport. On aura les réactions donc, de 3 personnes qui ont été aussi auditionnées dans le cadre de cette commission d'enquête. Et puis on va essayer de prendre un temps large de questions-réponses comme on le disait, avant de passer à un petit temps de conclusion. Peut-être pour vous lancer, monsieur Huguenat, et présenter un peu le rapport, une des choses que vous soulevez de façon très forte à la fois de façon très explicite, mais aussi en sous-texte à tous les étages, c'est comment est-ce qu'on peut redonner une dimension politique à la commande publique et comment on lui redonne cette dimension transversale pour l'ensemble des acteurs. Et quelque part, la première question, c'est un peu qu'est-ce qui vous a animé à devoir affirmer ça de façon aussi forte, et après, quelles sont les recommandations et comment est-ce que vous pouvez nous dire comment vous envisagez de sortir justement de cette approche plutôt fragmentée et arriver à cette approche transversale que vous appelez. Non, c'est bon, le micro, ok, parfait, vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et tous. Un grand merci à Reseco pour avoir pris l'initiative de cette rencontre, à son président Didier Quérault, à l'un de ses éminents représentants bretons, Jean-Paul Guidoni, à son directeur Rémi Montaigne. Évidemment, en tant qu'administrateur de Reseco pour la région Bretagne, il était pour moi impensable de ne pas répondre favorablement, mais je le fais avec beaucoup de plaisir parce que à travers les personnes et les organisations représentées aujourd'hui, nous avons là, je le sais, des acteurs non seulement compétents, mais pleinement engagés pour, au-delà de l'instabilité politique du moment, faire en sorte que ces mouvements de fond que nous appelons de nos vœux puissent voir le jour. Sur le rapport de la commission d'enquête, je vais volontairement être relativement court pour donner la priorité aux questions. Et Rémi Montaigne l'a parfaitement rappelé, la dimension politique et transversale de la commande publique
Ça nous est apparu assez rapidement, en réalité, avant même de démarrer les travaux de la commission d'enquête. Moi qui suis en charge de ce dossier depuis maintenant 4 ans à la région de Bretagne, avec des interactions avec les services de l'État, etc., on pouvait très clairement deviner qu'au plan national, on était très loin du niveau de maturité que beaucoup de nos collectivités aujourd'hui peuvent connaître. Et les différentes auditions que nous avons réalisées ont confirmé cet état des lieux, à la fois les représentants des collectivités en tant que tels, les représentants aussi des hôpitaux, parce que nous avons veillé à couvrir de façon assez exhaustive le champ de la commande publique, même si nous n'avons pas pu faire de focus sur tous les secteurs d'activité, mais nous l'avons aussi entendu dans la bouche des représentants des services de l'État et jusqu'au ministre, au pluriel, ancien et actuel au moment des travaux de la commission d'enquête. Où en réalité, on a eu confirmation qu'il s'agissait déjà en montant d'une part structurante de notre PIB. Donc, contrairement aux données de l'Observatoire économique de la commande publique, dont je rappelle, on était à 170 milliards, qu'il se concentrait sur les marchés supérieurs à 90 000 euros. Donc, ça en évacuait déjà un très grand nombre. Nous avons pu estimer le poids de la commande publique à l'ordre de grandeur, c'est 400 milliards d'euros. Entre 14 et 16%, des chiffres confirmés par la Cour des comptes de l'Union européenne à l'échelle de l'Union. Donc à l'échelle de l'Union européenne, c'est 2500 milliards d'euros. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, quand on regarde ce qui se passe aussi aux États-Unis, en réalité, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc si on part du principe que cette commande publique pèse pour environ 400 milliards d'euros, c'est quasiment le budget de l'État. Donc c'est évidemment absolument considérable. Il n'y a pas d'équivalent en termes de politique publique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé de nos voeux le fait de considérer la commande publique comme une politique publique à part entière et d'affirmer son caractère éminemment transversal. Donc ça se traduit dans le rapport par un certain nombre de recommandations. Au passage, je précise ici que le rapport, comme nos 67 recommandations, ont été adoptées à l'unanimité le 8 juillet dernier, ce qui est quand même là aussi à noter, et donc traduit bien une démarche très largement transpartisane. Pour rappel, cette commission d'enquête a été initiée par le groupe Les Indépendants République et Territoires, donc sensibilité horizon au sein du Sénat et la tradition au Sénat voulant que la présidence soit assumée par un représentant de l'autre sensibilité. Donc là, la présidence revenait au groupe socialiste et j'ai eu l'honneur de pouvoir l'assumer. Et nous avons travaillé en très étroite concertation avec le rapporteur, Dany Wattebled, et nous avons vraiment avancé d'un même mouvement. Et là, moi, j'ai pu prendre appui aussi sur l'expérience qui était la mienne au titre de la région Bretagne et des travaux et des actions que nous menons au sein de Réseco. Donc, je le disais, la dimension politique publique à part entière, transversale, se traduit dans le rapport par plusieurs recommandations, notamment celle, la numéro 4, qui vise à Pardon, mon micro avait été coupé. Oui, pardon. C'est bon, là, vous m'entendez à nouveau? Oui, à nouveau. Alors, je ne sais pas qui avait coupé et je ne sais pas à partir de quand ça a coupé. Je pense que c'est une petite boulette de l'équipe de Réseco, mais c'est pas grave. D'accord, mais ça a coupé il y a longtemps, non? C'est bon parce que... D'accord, ok. Donc, confier le pilotage, la cohérence et la mise en cohérence de cette politique publique à Matignon, parce que nous le savions, mais nous en avons eu la confirmation en éditionnant, par exemple, le ministre Éric Lombard. Donc, c'était le 11 juin dernier. Moi, j'avais été très surpris que dans son propos, il y ait finalement quasiment pas un mot pour les collectivités. Donc, je l'ai relancé. Et dans sa réponse, il nous dit « Oh, mais vous savez, il y a la libre administration des collectivités. » Oui, je dis, si on regarde la lettre de la loi et de la Constitution, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des ressources des collectivités est définie par le gouvernement.
évidemment par un vote du Parlement. Donc il y a quand même une forme d'hypocrisie à dire d'un côté, en fait, c'est nous qui décidons des moyens des collectivités, et de l'autre côté, agiter le drapeau de la libre administration. Donc il y a une forme d'hypocrisie. De la même façon, sur les hôpitaux, nous avons eu de nombreux témoignages des acteurs hospitaliers qui nous ont dit qu'ils étaient volontaires pour aller vers plus de commandes publiques responsables, mais qu'ils étaient complètement exsangues et qu'aujourd'hui, pour payer les salaires, beaucoup en étaient réduits à décaler les paiements de leurs fournisseurs, de leurs prestataires. Et là, la question des moyens des hôpitaux, parce qu'à part quelques cas isolés, on ne parle pas de mauvaise gestion, c'est bien un problème de recettes, de moyens, et là aussi, c'est décidé à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'est que chacun ne reste pas dans son couloir et se renvoie la balle. Le ministère de la Santé à Bercy, le ministère des collectivités territoriales aussi à Bercy, que finalement Matignon dans tout ça soit très éloigné. Voilà. Bon, désolé, c'est la croix et la bannière. C'est peut-être justement les GAFAM qui veulent démontrer qu'ils sont les seuls performants en matière de visioconférence. Blague à part. Oui, tout l'enjeu, c'est d'avoir cette cohérence à l'échelle nationale pour que nous ayons effectivement un pilote dans l'avion. Et c'est important pour l'ensemble des interlocuteurs, et c'est d'autant plus nécessaire dans la période que nous traversons de très fortes contraintes budgétaires, parce que quel que soit le gouvernement, nous le savons très bien, les mois et les années qui sont devant nous seront difficiles. Et donc, il va falloir que nous jouions groupés les uns et les autres, et que nous n'ayons pas de discours incohérents entre je le disais, la volonté de porter des ambitions en matière de commande publique responsable toujours plus élevées, et de l'autre côté, des moyens qui se tarissent irrémédiablement. Donc, nous devons ajuster ce niveau d'ambition avec les capacités à faire, et donc pour cela aussi mettre en place des démarches davantage ascendantes. Je prendrai quelques exemples ensuite un peu plus concrets, mais le cœur du réacteur, il est quand même bien là. C'est-à-dire que sur le plan politique, avoir un portage politique clair qui va de pair avec, c'est une autre recommandation, nous demandons un débat public annuel sur la commande publique au Parlement, en lien avec le SPASER de l'État, alors qui n'est toujours pas sorti, donc évidemment le texte est tout trouvé avec l'instabilité politique, mais ça fait déjà de très nombreux mois que l'État devrait être doté d'un SPASER et que l'État devrait donner l'exemple, ce qui n'est pas le cas. Des premiers échos que nous avons eus, parce que j'ai pu consulter le document, il y a quand même certains signaux qui, pour le moins, interrogent. Nous aurions souhaité que les parlementaires puissent être associés à l'élaboration de ce document. Ça nous semblait, là aussi, sans doute une action intéressante. Mais à défaut de le co-construire, c'est de pouvoir l'évaluer chaque année, que l'État puisse rendre des comptes de façon globale sur sa politique d'achat, et que les centrales d'achat également puissent fournir des éléments de leurs activités respectives pour que, là encore, les uns et les autres puissent être dûment informés. Donc, c'est l'idée de faire de la commande publique un objet politique en tant que tel, parce qu'on l'a bien vu, il y a eu beaucoup de journalistes spécialisés qui se sont intéressés à nos travaux, mais pour la presse plus généraliste, c'était tout de suite très technique, etc. Alors qu'encore une fois, et je vais venir à la suite des questions de Rémi,
il n'y a sans doute pas d'objet plus politique que celui-là. Moi, je suis convaincu, on va avoir des élections municipales normalement dans quelques mois. C'est la seule politique finalement qui vaille, parce que vous pouvez tenir les meilleurs discours sur le sujet. Ce qui compte à la fin, c'est qu'achetez-vous et comment l'achetez-vous. Ça, c'est concret, c'est vérifiable, c'est parfaitement démontrable. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je souhaitais insister. Je vais avoir l'occasion de revenir sur les véhicules législatifs qu'on entend employer, mais il y a une partie de nos recommandations qui peuvent se traduire par voie réglementaire. Donc on va attendre d'avoir un gouvernement. C'est pas pour combien de temps, on ne sait pas dans quelle configuration, mais on a bien l'intention, avec le rapporteur et les membres de la commission d'enquête, de poursuivre nos travaux. Puis pour ne pas être trop long, je le disais, faire la démonstration que la commande publique, à elle seule, n'a pas la réponse à tous les défis qui sont devant nous, mais une bonne partie d'entre elles. Tout d'abord prendre pour exemple ce pseudo-accord entre la Commission européenne et les États-Unis, où on voit l'Union européenne accepter de voir ses produits taxés davantage et en plus d'investir, de promettre d'investir des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. On marche complètement sur la tête, alors que tout l'enjeu, c'est bien de soutenir nos acteurs et nos opérateurs économiques français européens, d'où notre volonté, à la faveur de la révision des directives marchés publics de 2014, qui devrait aboutir, d'après les échanges que nous avions eus avec la Commission européenne pour le deuxième semestre 2026, à l'intégration d'un principe général de préférence européenne. Donc tout le combat là que nous sommes en train de mener avec les collègues parlementaires, et nous voulons mobiliser les diplomaties parlementaires, c'est bien ce principe général de ne pas le réserver simplement, par exemple, à la question de l'armement, mais qu'on puisse en faire le fer de lance et le terreau justement d'une nouvelle croissance durable, responsable de nos entreprises grâce au levier de la commande publique. Et en réalité, parce qu'on l'a dit dans le titre même du rapport, l'urgence d'agir, oui, parce que nous sommes à la croisée des chemins, c'est soit nous prenons la bonne direction maintenant, soit nous prenons le risque d'être rayés des cartes et de l'histoire, et de mettre la commande publique au service de la souveraineté économique, étant entendu que cette souveraineté économique, c'est pas le petit repli nationaliste, c'est pas ça le sujet, on l'entend bien à l'échelle européenne, et c'est une manière très directement d'accélérer les transitions, parce que quand vous dites souveraineté, vous favorisez par exemple l'économie circulaire, vous réduisez les flux et leurs impacts écologiques en matière d'approvisionnement de matières premières, vous dérisquez les processus de production, vous soutenez l'emploi local. Donc en réalité, tout cela est vertueux pour les écosystèmes de recherche et développement, etc. C'est vertueux pour la fiscalité, pour les financements de nos services publics. Donc quand on parle transition, souveraineté, innovation, création de valeur, en réalité, tout ça marche d'un même mouvement, et la commande publique peut être ce moteur. Et puis, parce que dans l'une des questions qui était posée, diffuser cette culture de l'achat public, ça passe par ces éléments-là, très clairement. Et c'est à nous, élus aussi, au local comme au national, de le porter. Et moi, je crois beaucoup, pour terminer, parce que j'arrive à la fin du quart d'heure, à la nécessité de développer considérablement le pilotage par la donnée. Là aussi, ça peut paraître technique, mais en réalité, quand on donne à voir de façon tout à fait transparente, nous, on a cet exemple en Bretagne avec l'Observatoire des données de l'achat public, mais nos performances en matière d'achat, l'impact sur les entreprises locales que tout le monde peut vérifier, y compris ce qui marche moins bien, parce que là-dessus, on doit être tout à fait honnête. Ce qui marche moins bien, ça doit être une invitation justement à identifier les freins, les blocages, et à se dire rapidement comment on agit, parce qu'on a eu trop souvent tendance ces dernières années, en particulier dans le domaine de la commande publique, on le voit avec la loi AGEC, à dire bon, on vote des lois qui sont certes très sympathiques, puis au bout de plusieurs années, on se rend compte que ça patauge, et puis on réagit bien trop tard face à nos concurrents, notamment internationaux. Donc on le voit aussi sur la loi Egalim. Si aujourd'hui l'État respectait sa parole en matière de loi Egalim, la filière bio serait quasiment sortie d'affaire. Donc on a ce devoir d'exemplarité, ce devoir d'action. Le pilotage par la donnée doit nous permettre d'y répondre très clairement,
pour qu'on soit dans une sorte de décision en bride courte avec les opérateurs économiques, les organisations professionnelles, les réseaux d'élus, du niveau local jusqu'au niveau national, pour qu'on soit capable d'ajuster. Et moi, je l'ai dit à l'État sur le sujet, parce qu'on a eu l'exemple avec ma cantine, et qui est venu se superposer à des travaux ou des remontées de données qui avaient déjà été organisées par les collectivités. C'est que l'État, avant de mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles contraintes, là aussi, s'appuie sur ce que les collectivités, qui ont très souvent un temps d'avance, ont déjà mis en œuvre, pour que ensuite l'État s'adapte et propose des solutions hub qui viennent se connecter sans avoir à demander à ces mêmes collectivités qui ont déjà fait le travail de remouliner, de reformer, etc. Quand l'État arrive après, et c'est très souvent le cas, il doit s'adapter et être dans cette logique ascendante. Donc on a eu des assurances, en tout cas, notamment de la DAJ sur le sujet, mais il faut que ce soit porté au plan politique. Ça, c'est vraiment le point le plus important, parce que c'est quasiment ce que nous ont dit les premières personnes auditionnées. Il faut ce portage politique, et je pense que vous l'observez dans vos collectivités. C'est pas toujours simple, il faut remuer un peu dans les brancards. Et pour moi, en définitive, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le politique. Parce que quand on me dit, oui, mais les services, les administrations ont le pouvoir, non, si elles ont le pouvoir, c'est que les élus ont décidé de le leur laisser. Donc, en définitive, c'est encore et toujours la responsabilité du politique. Ce qui, en même temps, est une chance, ça veut dire que c'est dans nos mains, à condition d'y mettre de l'énergie, de la conviction, mais je sais que c'est le cas de tous les élus adhérents de Réseco et des réseaux amis. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est un discours qui change, qui est sur la commande publique. Sur lesquels il y a souvent ce préjugé d'aspect technique, justement, avec les techniciens. Peut-être, donc, on va faire un tour de réaction avec Didier Quérault, qui a été auditionné en tant que président de Réseco. Puis on passera à Christophe Amoriti-Hannequin, donc de France Urbaine, pour qui remplace Hervé Fournier. Et puis on prendra la parole de Jean-Paul Guédoni, donc du conseil départemental du Lévinet. Didier, par rapport à votre structure. Bonjour, donc je vais vous parler là, moi, en tant que représentant de Réseco. Réseco, c'est un réseau de collectivités, alors pas que des collectivités, puisqu'il y a aussi des CHU, des universités et des sociétés d'économie mixte, mais principalement des collectivités, et on couvre un territoire qui va de la Bretagne jusqu'au centre Val-de-Loire, en passant par les Pays de la Loire. L'objectif de Réseco, dès son départ, a été de créer une synergie entre les collectivités territoriales qui avaient envie de faire avancer la question de la commande publique responsable. Et pour ce faire, ce réseau s'appuie d'abord sur les grosses collectivités qui ont l'ingénierie, qui ont pu développer l'ingénierie sur le domaine, et essayer d'en faire profiter les plus petites collectivités, les collectivités de plus petite strate, dans un esprit de mutualisation, de partage. Dans son fonctionnement, Réseco a une équipe de salariés, dont certains sont présents, donc Rémi comme directeur, et puis d'autres au siège à Rezé, Patricia que je vois à l'écran, à Angers, pardon, c'est moi qui suis à Rezé, qui suis élu de Rezé, c'est à Angers le siège social. Et donc, on a une équipe en régie, et pour autant, le fonctionnement de Réseco essaye d'être un réseau un peu en toile d'araignée, c'est-à-dire que l'équipe salariée anime le réseau, mais on essaye d'avoir un fonctionnement où les collectivités se parlent de pair à pair, toujours dans cet esprit de partage, de mutualisation et d'engouement mutuel. Là, pour aujourd'hui, quand on lit le rapport, moi j'avais envie de dire à Simon d'abord que j'étais très très content de lire ce rapport et de voir comment vous avez, avec la commission, reçu l'essentiel de ce qui vous a été dit dans les plus de 150 personnes que vous avez pu rencontrer. Et donc je vais plutôt parler du terrain. Simon a présenté, il a fait une présentation plutôt macro, et moi je vais vous parler plutôt du bas de l'ascenseur. Il a parlé de travail ascendant, et ce qui nous plaît bien, nous à Réseco, tant on est convaincu que beaucoup de choses partent du territoire parce que les élus qui sont dans les collectivités territoriales sont sur le front tout le temps. On n'a pas tellement le temps de dézoomer et de prendre le temps de réfléchir justement ce que peut faire une commission sénatoriale.
Nous, on est sur le feu tout le temps avec les acteurs, avec les citoyens, avec nos propres besoins et nos commandes en permanence. Et donc, cette expérience de terrain nous fait dire que autant il faut avoir un cadre national, qui vient justement d'être explicité par Simon, autant il faudrait que ce cadre national soit adapté aussi au territoire et qu'il y ait une certaine marge de manœuvre pour que les territoires puissent justement faire fructifier cette expérience. Je vais prendre juste par exemple un exemple en termes de loi Egalim. J'ai lu dans le rapport qu'une des préconisations, c'était de demander l'exception alimentaire pour la France, de façon à ce que les marchés publics puissent... Alors, pas que pour la France. Hein, oui, enfin, pour la France et l'Europe, c'est ça. Mais de façon à ce que les marchés alimentaires puissent en particulier faire rentrer une dimension territoriale dans leurs approvisionnements, une dimension qui est extrêmement compliquée à gérer aujourd'hui au regard du cadre juridique. Mais de fait, c'est déjà un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que je ne connais pas de collectivité qui s'approvisionne au niveau alimentaire à 500 km de sa collectivité. Enfin, je pense surtout au bloc communal, alors qu'on a tous des acteurs territoriaux qui sont capables de nous fournir, qui peuvent répondre à nos commandes. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, la réalité de l'écosystème agricole breton n'est pas du tout la même que la réalité de l'écosystème alsacien ou provençal. Et donc, une fois qu'on a instauré un cadre sur lequel on est tous d'accord avec ce qu'a évoqué tout à l'heure Simon, ce qui nous semble intéressant, nous, aux acteurs de terrain, alors je parle là aujourd'hui au titre de Reseco, mais je m'en excuse, je parle devant eux, le porte-parole des autres réseaux collègues, que ce soit 3AR en Aquitaine, Radcopper en Normandie ou Resoc en Languedoc-Roussillon. Et donc, on a cette expertise de terrain qui fait qu'à un moment, on demanderait à ce que les évolutions législatives, comme l'a exprimé à la fin de son propos Simon, ne soient pas hors sol et ne viennent pas s'appliquer à des acteurs qui ont déjà mis des choses en route et qui peuvent apporter une expertise qui rendrait le cadre juridique beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Voilà. Et puis, si je m'arrêterai sur ce propos-là, j'ai aussi repéré que dans les préconisations, la Commission préconisait que les élus des commissions d'appel d'offres ou des commissions de la commande publique soient formés avec un cadre de formation initiale qui soit nettement plus musclé. Reseco est déjà sur ce volet-là, justement, hein, par la formation et la sensibilisation des élus. Et il nous semble que sur cette formation-là, au-delà d'un tronc commun sur lequel, encore une fois, on serait d'accord et qui collerait au cadre juridique, que cette formation puisse être dispensée par des acteurs de terrain qui connaissent bien le territoire et qui pourraient rendre d'autant plus séduisante la formation qu'elle pourrait s'appuyer sur des expériences, des illustrations locales, territoriales, qui toucheraient beaucoup plus les gens qui sont formés et qui permettraient, au-delà de la formation initiale, je vais l'appeler comme ça, qui permettrait à ces personnes nouvellement formées de se mettre en rapport avec des gens du territoire de façon à prolonger la formation au-delà même des séances théoriques, justement avec cette relation qu'on essaye, nous, de mettre en route sur notre territoire, une relation de pair à pair, des créations de synergies de bassins de vie qui permettent d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus pertinents. Et je m'arrêterai là pour l'instant. Reconnexion avec le terrain pour jouer aussi sur cette dimension sensible et implication à un autre niveau que le niveau théorique. Du coup, Christophe Amoretti-Hannequin, donc qui est directeur de France Urbaine, c'est à votre niveau, donc quel était le regard que vous portez là sur ce rapport et quelles sont les propositions, les choses que vous en avez retenues de là où vous êtes, de votre poste de direction de France Urbaine. Alors, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis simple conseiller, finance responsable et achat, je suis pas du tout directeur de France Urbaine. Je voulais d'abord commencer par excuser Hervé Fournier, qui devait s'exprimer aujourd'hui justement au nom de France Urbaine. Donc, il est le coprésident du Forum de l'achat public durable et qui est cloué au lit. Voilà, donc c'est malheureusement de saison, mais en tout cas, il tenait à s'excuser de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui.
peut-être avant aussi de commenter le travail et les propositions, louer justement ce travail très approfondi qui a été réalisé par la commission présidée par Monsieur le sénateur Uzna. C'est vrai que la commande publique est souvent considérée comme un sujet technique, voire intimidant, et on peut que se réjouir qu'il y ait ce travail aussi fouillé qui a été réalisé. Alors, je pourrais évidemment pas aller dans le détail des 67 propositions, tant elles sont riches et couvrent un large spectre. Je vais me concentrer peut-être sur celles qui font le plus écho à celles qui émanent de France Urbaine. J'irai tant pour ce qui relève du cadre national que du cadre européen. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, le pilotage par la data. C'est vrai qu'on a été très sensible à la proposition qui vise à réaliser une vraie cartographie des achats. C'est une revendication, une proposition très ancienne de France Urbaine. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on ne gère bien ce qu'on sait mesurer. Et il semble qu'en matière de commande publique, c'est un petit peu comme les aides aux entreprises, on a du mal à faire les totaux. Donc, on pense aussi qu'on est plus proche aujourd'hui des 400 milliards que des 170 milliards, parce qu'en effet, comme vous l'avez justement rappelé, ce chiffre-là n'est qu'un montant d'ailleurs juridique, c'est pas les montants des dépenses réellement exécutées, mais simplement des montants des marchés notifiés supérieurs à 90 000 euros, et qui en plus ne tiennent pas compte des concessions qui représentent potentiellement un montant très important. Donc, nous, on pense en effet qu'il faut réaliser cette cartographie. En fait, il se trouve que les données, elles existent, elles sont centralisées à Bercy, ce sont les mandats en exécution des contrats publics, et c'est un cas d'usage qui serait tout à fait intéressant pour une IA bien sûr souveraine que de consolider ces données et d'ailleurs d'ajouter d'autres dimensions, celle des émissions carbone. Ce serait intéressant puisque la décarbonation des achats est également un sujet majeur, de pouvoir par secteur identifier les achats les plus émissifs, justement pour définir des trajectoires de décarbonation. Et pour faire le lien avec une autre proposition de vos propositions qu'on a trouvée très intéressante, faire une cartographie aussi de la localisation de la chaîne de valeur. Alors c'est un peu plus compliqué à faire évidemment, mais ça nous semble très important qu'on puisse se lancer dans ce chantier. Voilà, et je pense que là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire sans attendre. On n'a pas besoin d'une modification de la loi européenne. Évidemment, on est en plein accord avec l'idée de défendre une exception alimentaire à l'échelle européenne. Alors nous, on a renoncé à utiliser le mot exception parce que ça laisse à penser qu'on voudrait faire sortir les achats de denrées alimentaires du cadre de la législation sur la commande publique. Donc, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, il y a, les collectivités doivent établir des stratégies alimentaires territoriales, des PAT, et le paradoxe, c'est qu'elles ne peuvent pas mettre leur marché public comme moyen, comme levier d'atteindre les objectifs qu'elles se sont elles-mêmes fixés, en cohérence d'ailleurs avec les objectifs fixés par l'État au travers de la loi Egalim. Donc ce qu'on dit, c'est à partir du moment où il y a un schéma territorial qui a été démocratiquement voté, eh bien laissons les collectivités libres de la passation, des modalités de passation de leur marché de denrées alimentaires jusqu'à 50% de leurs dépenses annuelles. Alors évidemment, on peut discuter du pourcentage, mais l'idée c'est vraiment de dire qu'à partir du moment où on a un objectif politique à satisfaire, eh bien qu'on puisse en transparence décider des modalités de passation qui sont les plus adaptées. Alors, c'est évidemment une modification qui ne peut s'envisager qu'à l'échelle européenne, même si on a pu constater que France Urbaine, avec d'autres associations, a publié un plaidoyer justement pour une réforme, une adaptation profonde du cadre de la commande publique pour la spécificité des achats alimentaires. On constate qu'il y a d'autres pays européens qui, tout en appliquant le droit communautaire, en tout cas, en ont une interprétation plus souple. Et il existe aujourd'hui, par exemple en Italie, des critères kilométriques pour les achats alimentaires. Voilà, donc je dis juste que déjà à droit constant, on pourrait peut-être faire différemment en France. Sur le sujet, sur les propositions européennes, totalement aligné également avec votre proposition de créer un pendant européen au Small Business Act américain ou canadien d'ailleurs, qui permettrait de réserver un pourcentage minimal de marché aux TPE-PME. On est également pleinement en accord avec l'idée de généraliser la préférence européenne. Alors c'est une notion néanmoins qui nous semble important de préciser parce que ce qui compte finalement c'est moins
la nationalité ou la localisation administrative, je dirais, de l'attributaire que la localisation de la chaîne de la valeur. Et j'en reviens avec l'intérêt de disposer d'une cartographie des achats intégrant la localisation de la chaîne de la valeur. De notre côté, ce qu'on porte, c'est un projet d'ailleurs qui a été élaboré originellement par le cabinet Carbon 4 d'un Buy European and Sustainable Act qui viserait à, au moins pour certains secteurs critiques, et d'ailleurs en cohérence avec les conclusions du rapport Draghi, d'obliger à une fabrication européenne sur toute la chaîne de valeur en assortissant cette obligation d'intensité maximale de carbone. L'exemple que je prends souvent, c'est on dit pour une nouvelle construction, le ciment doit être fabriqué en Europe sous contrainte carbone maximale de temps, ce qui permettrait de maintenir ou de créer des filières décarbonées en Europe. Alors, sur le volet simplification, et je m'en arrêterai là parce que votre rapport est tellement riche que je pourrais y passer encore beaucoup plus de temps. On est évidemment d'accord avec la mise en place d'un passeport marché public qui permettrait, via un registre national, de vérifier si une entreprise peut ou pas candidater à un appel d'offres. C'est une mesure qui permettrait de faire gagner un temps précieux à tout le monde, un temps aux acheteurs qu'aux entreprises. Alors idéalement, elle devrait être mise en œuvre à l'échelle européenne, mais on se demande pourquoi ça n'a jamais été envisagé jusqu'à présent. Alors on note avec satisfaction que la direction des affaires juridiques semble travailler sur le sujet avec son projet Fast Track. Également en plein accord avec l'idée de reconnaître l'intercommunalité comme une centrale d'achat par défaut au profit de ses membres sans qu'il y ait besoin de délibérer ou de modifier les statuts, puisque l'échelle intercommunale nous semble la bonne, en tout cas pertinente, c'est évidemment pas la seule, mais pour déployer des politiques achats territoriales et puis aussi pour mutualiser les capacités d'ingénierie achat. Et également, alors ça, je mets ça en lien avec la modification européenne, c'est l'introduction de la négociation par défaut dans toutes les consultations. C'est une évolution qui semble d'ailleurs faire consensus tant en France qu'au niveau européen. Et peut-être qu'une piste intéressante pour y parvenir, ça serait de cesser de faire un distinguo entre pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice en alignant les premiers sur les secondes, y compris d'ailleurs en rehaussant les seuils, puisque je rappelle que les entités adjudicatrices peuvent négocier tout leur marché dès lors que l'acheteur le trouve pertinent. Sur les simplifications, les mesures de simplification à l'échelle nationale sur les MAPA, alors je pense que la proposition que vous avez faite mériterait peut-être d'être précisée. Vous avez d'ailleurs commencé à le faire. Alors nous, on a une proposition alternative, mais tout peut se discuter évidemment, qui consisterait à rehausser le seuil de 40 000 à 100 000 euros, c'est-à-dire de dire que finalement jusqu'à concurrence de 100 000 euros, eh bien l'acheteur fait comme il veut. Il peut mettre en concurrence s'il le souhaite, il peut passer un gré à gré. Puisqu'en fait, on voit des exceptions sectorielles se multiplier. Il y a les achats innovants, les marchés de travaux. Aujourd'hui, à juste titre, on dit mais pourquoi on ne pourrait pas le faire pour des marchés dits AGEC, économie circulaire. Et finalement, on se dit le plus simple, c'est de dire que jusqu'à 100 000 euros, quel que soit le secteur, on fait comme on veut. Et entre 100 et les seuils de publicité européens, eh on pourrait avoir les modalités de passation plus souples qui existent aujourd'hui pour les MAPA entre 40 et 90 000 euros. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai déjà été sans doute trop long par rapport au temps de parole qui m'est imparti. Et je voulais vous remercier à nouveau pour ce travail très riche et très stimulant. On a entendu là aussi, oui, un certain nombre d'accords dans les propositions. Vous n'avez pas tout énuméré, mais il y en a eu un certain nombre sur lesquels vous êtes d'accord. Et M. Guidoni, du coup, Jean-Paul, est-ce que vous aussi vous avez des points d'accord avec ce rapport? Ah oui, bien sûr, beaucoup de points d'accord, mais je voulais revenir sur les circonstances de mon audition au titre du département d'Ille-et-Vilaine, dont je suis le délégué à la commande publique et président de la commission d'appel d'offres, et ma casquette de vice-président de Reseco. Et bien évidemment, vous nous avez, monsieur le sénateur, ouvert la parole. Ce n'était pas une séance de psychanalyse, mais effectivement, un certain nombre des acteurs qui sont adhérents de Reseco ou des petits EPCI qui ont été auditionnés étaient un peu perdus. Et déjà, ça participait à une volonté, d'une réassurance déjà de nous accueillir et de voir que dans le marigot un peu politique et des normes institutionnelles, votre exigence tournée vers l'État, c'était aussi de demander une structuration.
et qu'on puisse avoir des décrets d'application clairs, des outils partagés au niveau national. Du coup, nous jouons notre rôle quand ils ne sont pas partagés au niveau national, mais nous commençons à en constituer au niveau local. La région Bretagne le fait. Nous, au titre de Reseco, avec 3AR, on a essayé de récupérer et de regrouper toutes les tas des logiques et on était très fiers d'être missionnés pour faire une REF, un outil de référence d'un point de vue local. Et je pense que voilà, on bricole encore aujourd'hui beaucoup autour d'outils. Le réseau RESOC vient de sortir une fresque de la commande publique que nous allons partager sur le territoire. Et on est à la croisement du coup de ces rôles. Et on a besoin, et vous l'avez rappelé, d'un cadre national structurant et qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et en même temps, ça a été rappelé par Christophe de France Urbaine, l'idée d'être aussi au niveau européen dans cette structuration du droit européen sur la commande publique. Nous jouons notre rôle au niveau local pour ça. Et que l'idée, paradoxalement, d'objectiver des critères exigeants sur la durabilité, ça nous permet aussi que ces acquis portent aussi leurs fruits au niveau européen et de participer au débat juridique européen à notre niveau local. Clairement, d'avoir des exigences pour faire, je l'ai rappelé, on a eu, Monsieur Usna, ces échanges-là, de faire du local sur critères objectifs et nous d'accompagner nos acteurs locaux et pas dire on fait travailler le copain parce que c'est le copain, mais on fait travailler un acteur local qui a des critères de qualité et nous, on y croit beaucoup et le rapport le porte de manière très, très claire et nous, on veut vraiment jouer ce rôle-là et on le joue déjà. Donc, je vais me permettre, pour ouvrir, je ne vais pas être très long, le débat avec nos acteurs, mais bien évidemment, la recommandation numéro 11 qui dit coordination des outils d'accompagnement, sur le territoire, nous sommes porteurs du guichet vert et c'est la première strate déjà d'accompagnement, mais nous, on souhaiterait bien évidemment aller plus loin avec nos interlocuteurs. Quand on prend le clausier général de la commande publique, on a développé un référentiel, comment nous, on peut accompagner des acteurs, et encore une fois, pour que ça soit pertinent, de prendre des exemples locaux de ce qui marche, parce qu'on nous dit toujours mais non, on ne peut pas le mettre en place. Et nous, dans notre banque de données sur les territoires, les autres acteurs locaux, on a des exemples sur des marchés, même des petits marchés de petites collectivités qui marchent. Et donc d'être en capacité de l'illustrer et d'être dans cette opérationnalité-là, je pense que effectivement Reseco le porte et le portera. Sur les données publiques, je sais que la région Bretagne est particulièrement attachée et je pense que c'est un outil de pilotage. Arriver à convaincre les acteurs locaux en construisant des banques de données à leur niveau, je crois que c'est des acteurs locaux qui peuvent aussi le porter. Vous voyez, c'est quelques-unes des pistes de travail. Je pense qu'il y en a d'autres. Sur la loi Egalim, bien évidemment, l'expérience de Brézachat, moi au titre du département auquel je passe, c'est d'aller effectivement sur ces objectifs et on voit ne pas avoir peur de ça, que d'un point de vue local, les critères de dégustation, les critères de réduction de viande, par exemple, sur les premiers marchés, l'objectivation de certains bilans carbone, du bien-être animal, de la visite de ferme ou de structure de production, on peut dire aussi aux Européens, OK, on est OK aussi là-dessus, mais mettez-vous sur ces niveaux-là. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Effectivement, il peut y avoir un critère d'exception au niveau européen sur l'alimentaire, mais aussi garder ces éléments-là. Et nous, en tout cas à Reseco, nous portons cette exigence sur le territoire. Et je pense que, et vous le savez, je me permets de vous tutoyer, monsieur le sénateur, tu le sais, Simon, sur les territoires, nos acteurs, on en entendra un certain nombre, sont partants, sont des militants de cette cause-là. Et ils sont des fois perdus. Et notre capacité d'accompagnement, pour l'instant, elle est des fois limitée parce qu'on nous donne une partialisation de nos missions. On a une partie du guichet vert, mais on souhaiterait pouvoir avoir une capacité d'accompagner beaucoup plus grande. La remontée de données, voir ce qui se passe sur les territoires, pourquoi ils ne participent pas, pourquoi ils ne pourraient pas rejoindre, effectivement, par exemple, sur la région Bretagne, l'outil que vous avez mis en place, quels accompagnements sont nécessaires. Je pense qu'on a notre rôle et bien évidemment, je pense que je ne reprends pas tout ce qui a été dit sur la formation, l'accompagnement, mais voilà, moi je souhaiterais maintenant qu'on va donner la parole à la fois à nos adhérents et à nos structures partenaires et voilà, c'est ce dialogue-là qu'on essaie aussi nous-mêmes sur les territoires de co-construire, bien évidemment sur le Grand Ouest, mais je pense que les acteurs locaux qui sont présents, et je en remercie, jouent ce rôle-là en Normandie, en Occitanie, en Gironde et ailleurs, bien évidemment.
Merci. Et dans les Hauts-de-France, parce que Et dans nous les nous sommes Hauts-de-France rendus. aussi, Et voilà. donc, merci beaucoup pour vos interventions. Je propose de réagir avec les questions qui pourront être posées pour laisser le maximum de temps de parole. Oui, c'est vraiment l'idée, hein, comme on l'a dit, du coup, d'avoir vraiment une bonne moitié là, pratiquement du webinaire qui soit consacré à de l'échange et à des questions-réponses. S'il vous plaît, des questions courtes, évitons les tunnels. Et puis, deuxième consigne, plutôt en vue sur la dimension territoriale, si c'est possible, mais voilà, et territoriale et durable. Et puis, dernière chose, que ce soit plutôt des participantes féminines qui inaugurent ce temps de questions-réponses, étant donné qu'on a quand même beaucoup masculinisé le débat jusqu'à présent. Vous aurez la liste des présents. Ouais, c'est bon. Alors, Lucie, donc d'Alliance de l'Emploi, qui souhaite prendre la parole. C'est mieux. Est-ce que j'arrive à mettre ma caméra? Oui. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner la parole. Donc, je suis Lucie Becdelia, je suis déléguée générale d'Alliance Ville Emploi, donc réseau de collectivités investi sur le développement territorial via le volet emploi et notamment tête de réseau des facilitateurs de la clause sociale. C'est vrai qu'on a pas mal parlé sur la dimension d'achat responsable des enjeux environnementaux et de développement économique local dans lequel on s'inscrit tout à fait. J'étais ravie de vous entendre, monsieur le sénateur, dans votre propos liminaire, évoquer la nécessité absolue qu'on fasse de la commande publique un objet politique, parce que tous ces sujets-là sont bien des objets politiques et nécessitent le déploiement d'une véritable politique publique assumée comme telle. Et je voulais insister sur aussi la dimension, le volet social de la commande publique responsable, parce que effectivement cette commande publique, ça a été dit dans les échanges et dans les discussions à l'instant, la façon dont on achète est très impactante, et c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai pour les acteurs publics, encore plus parce que la force de frappe est particulièrement importante. Et à cet égard, la commande publique est un levier important de la politique publique d'insertion. Et on le voit, c'est d'ailleurs dans la droite ligne des propos, l'exemple des clauses sociales et le maillage du territoire grâce à des facilitateurs de la clause sociale, c'est vraiment l'exemple de bottom-up, puisqu'au départ, c'est vraiment des initiatives de collectivités, en tout premier lieu, la ville de Strasbourg dans les années 90, qui a mis en place une clause de mieux-disance sociale qui était un objet juridique non identifié, puis qui s'est structuré juridiquement, sécurisé juridiquement. Et aujourd'hui, c'est un levier extrêmement important de la politique publique d'insertion et d'emploi. Et c'est vrai aussi qu'à cet égard, on peut travailler en croisant les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Ça a été évoqué notamment sur les sujets d'économie circulaire, mais on peut aussi utiliser la commande publique au service de sujets connexes, notamment les enjeux de montée en compétence des acteurs économiques, notamment des entreprises, sur des sujets en lien également avec les transitions au pluriel. Donc voilà, on s'inscrit complètement dans la dynamique qui est posée et voilà, mon propos était aussi de remettre en lumière ce volet plus social et de levier au service des politiques publiques, j'allais dire, d'insertion, d'emploi et de développement local. Donc, ce lien entre social et environnemental, est-ce que vous voulez avoir un premier temps de réponse? On peut en prendre plusieurs, enfin comme vous voulez. Questions. Parmi les réseaux régionaux de la commande publique, est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question en particulier? Pas de... Peut-être, moi j'avais une question sur la partie formation initiale, justement. À un moment donné, il y a un travail qui a été évoqué sur comment est-ce qu'on arrive à former dès la formation initiale aux achats publics et notamment aux achats publics durables en ce qui me concerne. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette entrée-là, elle est complexe, mais pour nos réseaux en tout cas, de façon générale, le besoin de formation aujourd'hui, il est immense pour former les acteurs à un niveau d'exigence qui est demandé. Quelles pourraient être un peu les prochaines étapes ou les prochaines démarches qui pourraient être entamées justement dans cette perspective-là?
je les ai tout en tête, mais ouais, c'est ça. Vous me... Ah oui. Moi, il faudrait que je parle plus fort, mais s'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole pour que on les entende mieux, on m'entend moi, il n'y a pas de souci. Bon, on va faire peut-être le premier tour de réponse sur cette dimension écologique et sociale. Bon, tout d'abord, merci pour votre participation nombreuse. Je crois voir là une 60aine de participants. Merci pour votre intérêt et puis pour la façon dont vous vous êtes approprié, je le vois de façon très active, les travaux de la commission d'enquête. Encore une fois, nous avons pensé ce rapport comme une boîte à outils opérationnelle. C'est évidemment pas une fin en soi, même si il faut le rappeler, évidemment, le contexte là globalement n'est pas aidant, le contexte politique. Nous avons plus que jamais là une fenêtre d'opportunité parce que le sujet est transpartisan, nettement, clairement transpartisan. Déjà au sein du Sénat, les premiers échos que j'ai eus côté de l'Assemblée, plutôt des signaux encourageants, mais est-ce que ce sera la même assemblée? Est-ce que, évidemment, tout ça, c'est sous toute réserve. Ce qui est sûr, c'est que côté Sénat, les choses vont être relativement stables, au moins jusqu'en septembre de l'année prochaine. Donc, l'objectif, c'était d'avoir cette boîte à outils opérationnelle, idéalement pour que des premières actions puissent être menées et traduites dans les faits avant les élections municipales. Alors, est-ce qu'on y parviendra là, avec le calendrier très chaotique? C'est pas forcément certain, mais à défaut que pour les premiers mois du nouveau mandat, les élus puissent disposer de davantage de marge de manœuvre. Je vais peut-être pas réagir sur tout, notamment parce que, et je tiens à remercier évidemment Didier Quérault, Christophe Amoretti et Jean-Paul Guidoni pour leur lecture attentive, exigeante, mais comme à chaque fois de ce qui est fait, c'est l'une des grandes forces aussi de Réséco, c'est ce travail de fond. Sur l'exception agricole et alimentaire, je vais essayer de regrouper quand même un peu les sujets. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Didier quand on regarde les pratiques, notamment des petites collectivités. Pas de difficulté, mais dès qu'on grimpe un peu sur des niveaux, des nombres de repas un peu significatifs, c'est vrai pour les départements ou pour les régions, on affiche des volontés très claires, notamment nous dans le cadre breton avec Braise Achat, la centrale d'achat. En fait, c'est la région qui s'est érigée en centrale d'achat, mais en réalité, c'est pas une structure ad hoc. On a recruté des acheteurs professionnels. Et il y a un conseil d'administration où siège avec voix délibérative la région et les 4 départements de la Bretagne administrative. Et nous, on le voit, on peut être et on est très exigeant sur nos marchés. Mais forcément, à partir du moment où vous passez, parce que vous êtes au-delà des seuils, des appels d'offres, vous avez, et alors derrière, il y a un autre travail encore à faire, mais des entreprises qui vont répondre, qui pour certaines d'entre elles ont leur siège en Bretagne. Mais quand vous allez plus loin, dans les BPU, etc., et que vous analysez les lignes, vous vous rendez compte que c'est pas forcément les agriculteurs bretons qui vont systématiquement en bénéficier, alors que s'il y a une région qui doit être exemplaire en la matière, c'est la nôtre. Donc là, aujourd'hui, on aurait besoin de pouvoir disposer de marge de manœuvre supplémentaires. C'est un peu le sens de l'exception agricole et alimentaire. Nous, on a voulu maintenir ce terme-là parce que dans une négociation, évidemment, il faut commencer haut, en sachant que derrière, après, il y aura des compromis à trouver. Mais dans les échanges qu'on avait pu avoir avec la Commission européenne et plusieurs DG, je pense à la DG Gros notamment, les signaux étaient plutôt encourageants, mais là encore, avec la nécessité de mobiliser les parlementaires des autres États membres pour bâtir ces majorités qualifiées. Mais sur l'exception, moi j'avais bien en tête la position de France Urbaine sur les 50%. Je pense qu'on doit peut-être pouvoir l'entendre comme une position de repli, mais il faut qu'on essaye sur le début de la négo, en tout cas, d'obtenir davantage, parce que c'est quand même le sens de l'histoire. Donc j'ai bien en tête les pratiques, notamment en Italie. Là encore, les choses sont expertisées de notre côté et au sein de l'administration centrale, de faire bouger certaines habitudes. Je dois pouvoir dire quand même que Clémence Olcina est une interlocutrice que je sens plutôt volontaire sur ces sujets-là.
mais malheureusement, il y a des inerties collectives qui sont parfois un peu plus lourdes à lever. Sur ce que disait aussi Didier Quérault sur la différenciation, on y est évidemment en tant que sénateur extrêmement attentif. Et donc, vous l'avez vu dans un certain nombre de recommandations, on n'est pas sur des schémas figés. Par exemple, sur la mutualisation de la fonction achat à l'échelle des intercommunalités, on parle d'encouragement parce qu'on voit des niveaux de maturité là, qui peuvent être très variables en fonction des territoires. Et l'idée, ce n'est pas de brutaliser évidemment les élus, c'est de faire confiance à l'intelligence locale. Certaines intercos ont pris la compétence, d'autres fonctionnent par voie de délégation. Il y a plein de modèles qui peuvent être mis en place. Donc l'idée, c'est de faire confiance au maximum et de redonner des marges de manœuvre. C'est vraiment le sens du rapport, d'où, et là ça fait le lien avec ce que disait Christophe Amoretti, mais notre position sur la généralisation du pouvoir de négociation, c'en est un peu l'illustration, parce que ça nous a été remonté dans toutes les auditions, systématiquement, quel que soit le niveau et les secteurs d'achat, de pouvoir retrouver des marges de manœuvre, aussi bien dans l'intérêt des pouvoirs publics sur la partie pilotage financier ou sur l'enjeu des transitions, que pour les opérateurs économiques, parce qu'ils nous disent eux-mêmes, si on a une discussion un peu plus approfondie, on pourrait faire valoir d'autres arguments, on pourrait avancer ensemble dans le respect des règles de la commande publique. Sur la pertinence de l'échelle intercommunale, j'en ai dit quelques mots, Christophe Amoretti en a parlé, mais on en est, nous, intimement convaincus. Pas pour dire qu'il n'y a plus de sens à mener des actions à l'échelle des communes. Sur les plus petits marchés, ça s'entend évidemment. Mais au regard de la montée en puissance des attentes légitimes des citoyens, des opérateurs économiques, sans même parler de l'alourdissement des contraintes normatives, avoir des acheteurs professionnels est aujourd'hui une condition même de la réussite. Et quand je dis acheteurs professionnels, ce n'est pas des acheteurs qui vont consacrer 10% de leur temps à l'achat. Ça doit être beaucoup plus que cela. Et donc forcément, il faut atteindre une certaine taille critique. Parce qu'on a eu plein de témoignages, là aussi, d'élus de petites communes qui nous disent que, dans le meilleur des cas, ils ont une secrétaire de mairie à mi-temps dont c'est pas du tout la priorité, qui va essayer de les aider. Et ce sont eux qui se retrouvent en première ligne avec des risques juridiques extrêmement lourds, des risques pénaux qu'ils ne veulent pas courir. Donc là-dessus, c'est sécuriser les élus, sécuriser les services, faire gagner en efficacité, avec la possibilité, là encore, de pouvoir massifier et personnaliser. C'est un peu tout l'enjeu qu'on avait avec Breizh Achat, nous, en Bretagne. Quand on a créé la centrale d'achat, il y a eu des signaux d'alerte en disant attendez, ça va être des maxillos régionaux, ça va mettre la pression sur les petits producteurs. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que comme on avait cette centrale d'achat et qu'on avait des acheteurs professionnels à temps plein, spécialisés dans l'achat de denrées alimentaires, on a pu faire de l'allotissement millimétré, géographique, technique, et donc là, forcément, en fait, vous augmentez les chances pour les petits opérateurs locaux de pouvoir répondre à des marchés. Donc ça, c'est un point évidemment essentiel. Et l'autre point qui me permet de faire le lien avec ce que disait Lucie Bec de Lièvre, que je remercie aussi pour son intervention. Le volet social, bon, vous l'aurez bien compris, le volet social comme environnemental, je l'ai porté avec beaucoup de conviction. J'ai clairement fait en sorte que Reseco et les autres acteurs soient aussi entendus, fort de l'expérience que je pouvais avoir, parce que c'est vrai que, d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, il y a eu assez peu de critiques. Moi, je m'attendais parfois à des auditions où on aurait pu tomber à bras raccourcis sur les transitions, les contraintes environnementales, etc. En réalité, même avec des personnalités d'une sensibilité différente de la mienne, on n'a jamais entendu cela. Ça jamais, même les opérateurs économiques, considérant bien, qu'ils ont désormais bien conscience que c'est un élément clé de leur compétitivité. J'ai produit un rapport là, il y a quelques mois sur relever le défi de la compétitivité carbone. Ben oui, aujourd'hui, au-delà même des enjeux moraux, écologiques, etc., c'est un élément de performance économique. Et donc, sur la dimension sociale, on y est tout à fait en phase. Je renvoie simplement à la recommandation numéro 13, parce que là aussi, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre avec cette recommandation. Mais on a bien conscience qu'il y a des pratiques aujourd'hui qui existent sur certains territoires, là, notamment la mutualisation des parcours d'insertion. Ce qu'on a constaté quand même, c'est la difficulté
à les faire monter en puissance. En fait, tous les acteurs, et moi je parle aussi avec ma casquette d'élu régional, tous les acteurs sont d'accord pour dire bloc communal, département, département avec cette compétence particulière et une expertise, région, on doit pouvoir travailler ensemble et mutualiser. Sur le principe, tout le monde est d'accord, mais dans la mise en œuvre, on a des facilitateurs évidemment qui jouent un rôle clé, mais on voit bien qu'en fonction des territoires, de l'envie, du portage là aussi politique, etc., ça peut être très 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 variable. Je l'ai vu pour ma seule région. Donc là, l'idée avec l'État qui dézoomerait un peu et serait capable de recenser toutes ces bonnes pratiques et de faciliter la mise en œuvre de cette mutualisation dans l'intérêt même des bénéficiaires et des collectivités, ça nous semble être une proposition de bon sens qui n'est pas la plus révolutionnaire de nos préconisations, mais doit pouvoir nous aider à avancer avec le corollaire qu'on a aussi longuement évoqué dans nos auditions, c'est l'affirmation, la montée en puissance des groupements momentanés d'entreprises. Là encore, les uns les autres, on n'arrête pas de dire on est ouvert, etc. Mais on voit quand même beaucoup de difficultés. Ça tient parfois aux délais de consultation qui sont insuffisants. C'est pour ça que nos régions Bretagne, on y est très attentifs. D'autres contraintes, alors même que c'est une solution. C'est une solution notamment pour permettre à des entreprises qui s'imaginent difficilement satisfaire les clauses sociales, en y associant des entreprises de l'économie adaptée, des entreprises d'insertion, de pouvoir satisfaire ces mêmes clauses. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que pour les EA et les EI, c'est aussi la possibilité de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Donc là, dans ces pratiques-là, c'est la poule et l'œuf, mais les pouvoirs publics autant que les opérateurs économiques, on a les cartes en main pour pouvoir avancer. Et je crois que l'impulsion, elle viendra pas nécessairement de nouveaux articles de loi, mais que le national puisse déverrouiller et démontrer aussi concrètement, par l'exemple, que ça fonctionne dans l'intérêt des uns et des autres. Et sur la formation initiale, moi je renvoie à la recommandation 58. Là aussi, nous, on a quelques exemples en Bretagne. Je pense en particulier au campus Esprit qui est à Redon, qui développe depuis plusieurs années des formations en matière d'achat. Ça peut être vrai pour de la formation initiale comme pour de la formation continue. Et donc là, très clairement, mais ça rejoint une problématique plus large du soutien au monde universitaire, c'est que, et d'où la nécessité d'affirmer la commande publique comme une politique publique à part entière, c'est que ces formations-là deviennent effectivement prioritaires. On a eu d'autres exemples avec le professeur Grégory Calflèche à Toulouse, etc. On a plein de territoires aujourd'hui en France où se développent ces formations, mais on n'a pas aujourd'hui les capacités d'accueil suffisantes qui devraient être là pour répondre aux besoins de formation à la fois initiale et continue, et en affirmant bien la nécessité dans ces formations de mettre les enjeux de souveraineté et de durabilité au cœur de nos pratiques, pour là aussi aider les élus à pouvoir avancer, parce que trop souvent encore, et je m'en arrêterai là, mais on a des services, et ça a été redit, la première condition de réussite, c'est le portage politique. La deuxième, c'est l'engagement, la mobilisation des agents. Et quand vous avez des agents qui veulent être ceinture et bretelles et qui n'ont pas forcément développé des pratiques un peu innovantes, vous restez dans une forme d'inertie. Et alors que le monde change, vous voyez passer les trains. Donc voilà. Je vous propose qu'on prenne deux autres questions. Alors, il y a Elisa qui a la main levée depuis très longtemps. J'espère qu'elle ne va pas attraper de crampes. Mais il y avait aussi la question d'Anne-Charlotte qui rejoint celle de Guillaume un peu derrière. Désolé Guillaume, on a dit qu'on féminiserait les questions. Donc, Elisa et Anne-Charlotte, si vous voulez prendre la parole pour poser vos questions. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon? Oui, Très bien. Bon, ouais, Elisa Delacroix, donc en charge de la commande publique durable à la métropole de Nice. En fait, j'avais une question qui recoupe finalement celle de Guillaume Poissonneau aussi. C'est celle de la distinction entre analyse du coût du cycle de vie et analyse du cycle de vie. C'est la recommandation numéro 12 qui donc incite à développer des outils d'analyse du coût du cycle de vie. Aujourd'hui, on a Ecobalise et Sève, qui sont deux outils qui nous permettent d'avoir finalement une analyse du cycle de vie avec un total en points quelque part du coût carbone des solutions qui sont proposées ou des fournitures.
Mais voilà, sur la distinction entre ces deux notions, est-ce que on peut avoir une précision? Est-ce qu'on aura un jour des outils qui permettront de monétiser finalement ce cycle de vie et d'aller plus loin que les outils actuels? Est-ce que c'est ça qui est demandé? Merci. Merci. Donc Elisa qui intervient de Nice Métropole. Anne-Charlotte, est-ce que tu souhaites compléter cette question? Puisque c'est sur le même registre, même thème. Ou Guillaume, alors du coup. Mais du coup, peut-être répondre à cette question. Eux aussi, donc Charlotte et Guillaume avaient la même question. J'aurais besoin de ces outils d'analyse de cycle de vie. Et sur beaucoup de domaines d'achat aujourd'hui, en effet, il y en a que deux qui sont concernés. Non. Alors, on en a fait le constat. Moi, je remercie Madame Delacroix pour son intervention. On a bien pu mesurer, évidemment, au cours des auditions, des travaux que nous avons menés, l'existence de certains outils, mais qui sont tout à fait partiels. Et aujourd'hui, nettement insuffisants par rapport à la promesse qui avait été faite par l'État, notamment dans le cadre de la loi climat et résilience. Et c'est l'une des principales raisons, enfin en tout cas moi je le vois côté région Bretagne, pour lesquelles nous n'avançons pas aussi vite que nous le voudrions. Dans un autre registre, nous avons, les sujets sont pas identiques, mais malgré tout assez proches. La question des variantes, le fait de pouvoir apprécier de façon robuste, fiable, sans mettre en difficulté juridique les services et les élus des variantes présentées. Aujourd'hui, c'est un peu la croix et la bannière, et donc beaucoup ont renoncé par principe, faute de disposer de ces outils. Donc moi, je rejoins complètement ce que vous avez dit, c'est qu'en réalité, c'est pas faire table rase du passé, hein, bien évidemment. Encore une fois, quand des outils existent, l'idée c'est de les compléter, mais maintenant d'aller vite sur les différentes dimensions que vous avez rappelées, intégrant y compris la monétisation. Donc on a eu des échanges assez poussés. On a passé une demi-journée sur site au sein de la direction des achats de l'État, que ce soit sur le pilotage par la donnée ou pour la mise à disposition de ces outils. La volonté est là. Maintenant, je vais vous le dire comme j'ai pu le voir, à partir du moment où, encore une fois, ça n'est pas porté politiquement au plan national, parce que vous avez des acteurs locaux qui vont dire dans leurs interactions avec les services de l'État, il faudrait, enfin c'est une demande par-ci, une demande par-là, ça se recoupe pas, et puis c'est incarné par personne. Enfin, là, ça reste entre nous, hein, mais je n'ai pas vu, et c'est pas un reproche que je leur fais, mais de ministres compétents en matière de commande publique. Ça restait sur des grandes généralités. Et donc, voilà, à plusieurs moments, on voyait bien qu'ils n'étaient pas sur les sujets qui peuvent apparaître très techniques, là, quand on parle de l'analyse du cycle de vie. Mais en réalité, si vous n'allez pas au fond de ce sujet-là, vous pouvez tenir les meilleurs discours possibles sur les clauses, sur de nouvelles conditionnalités, etc. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et au passage, ça n'incite pas les opérateurs économiques à pouvoir embarquer et accélérer, parce qu'en fait, eux-mêmes finalement ne sont pas sollicités. On a le même exemple avec le BIM dans le bâtiment. Ça devait être une révolution. Les potentialités sont quand même formidables, mais à partir du moment où derrière sur le BIM, vous avez que quelques chantiers qui vont y faire appel, les entreprises, notamment les plus petites, vont pas s'amuser, et on les comprend, à développer des outils qui en réalité ne pourront pas être rentabilisés. Donc c'est là où le rôle structurant de la commande publique est essentiel, et où ça nécessite, sur un pilotage centralisé pour ce qui relève de l'État, et j'y associe quand même les hôpitaux, et ce qui relève des collectivités avec les moyens que l'État met à leur disposition,
de pouvoir mettre en ligne ce qu'on considère comme des priorités et des priorités avec effet levier pour atteindre nos objectifs, notamment en matière de décarbonation. J'imagine que comme moi, vous avez lu le rapport de la Cour des comptes. On a auditionné Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, sur le rapport transition écologique. Bon, il l'a dit lui-même avec les mots de la Cour des comptes, hein, donc c'est souvent assez diplomatique. Mais grosso modo, si on continue au rythme auquel nous allons, on va dans le mur. Bon, on n'avait pas besoin du rapport de la Cour des comptes pour le savoir, mais c'est objectivé. Et je l'ai interrogé sur la commande publique. Bon, très clairement, là aussi, il n'avait rien à dire parce que c'est pas son sujet. On va pas lui en tenir rigueur. Mais sur ce sujet, comme sur de nombreux autres, la commande publique est aujourd'hui pour moi le premier levier d'action de l'État dans un moment où, avec les contraintes budgétaires, et je l'entends très bien, on va pas pouvoir démultiplier les subventions, mais là, à travers des marchés et une inscription dans le temps de ces mêmes marchés, on est capable de faire du bien à notre économie, à nos emplois et d'atteindre des objectifs sociaux et environnementaux. Donc en réalité, c'est l'équation pour moi absolument gagnante, mais ça nécessite ce pilotage politique, cet embarquement des agents, leur formation, leur mobilisation. Donc voilà ce que je pouvais répondre sur l'analyse cycle de vie et sur le sujet évoqué. Oui, je me permettais de répondre au titre de Reséco. Donc, je pense que c'est mes préoccupations, mais en tout cas, on a pu livrer ce message. J'imagine que le Sénat le fait également, la Commission. C'est que on va, de toute façon, si ces calculateurs, pour répondre sur lesquels nous ne sont pas livrés, trouver d'autres stratégies sur le territoire. Nous, on est sollicités. Moi, je sais que mon département, on est sollicité par la stratégie que je pense que tu connais, d'Impact Score, où c'est les entreprises qui font l'effort de commencer à construire des éléments comme ça. Dans les pays nordiques, il y a ce qu'on appelle l'échelle de performance carbone, qui est généralisée en Belgique, en Hollande et en partie en Allemagne, qui pourrait paradoxalement être imposée un jour au niveau européen. Donc, il ne faut pas qu'on ait des trains de retard. On a été sollicité en tant que Reséco pour commencer à l'expérimenter ou trouver des institutions qui seraient prêtes à y aller. Donc, nous, on ne reste pas dans l'attente. Et je pense qu'on doit être un aiguillon aussi par rapport à l'État. Si on n'arrive pas à avoir nos calculateurs trop complets, je sais qu'il y a un fantastique travail de l'ADEME, qui est mené par l'ADEME, mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas objectivé et qui ne devient pas un label ou quelque chose qui nous permet, on est toujours dans cette expectative, mais on est attentif et on va accompagner nos acteurs sur ces stratégies-là. En tout cas, c'est notre rôle au niveau local et régional de les accompagner, parce que d'autres outils existent. Et il faut pouvoir s'en emparer à un moment donné et les expérimenter. Alors, juste très rapidement, je souscris complètement. Ça rejoignait ce que je disais tout à l'heure sur le pilotage par la donnée. Mais il faut qu'on soit bien clair entre nous. C'est-à-dire que c'est pour ça que la responsabilité de l'État, elle est majeure. Que ce soit prendre appui sur des initiatives portées par des collectivités ou lui-même mettre sur la table les solutions attendues. Parce que si nous n'avons pas d'outils partagés, à minima à l'échelle nationale, mais idéalement à l'échelle européenne, en réalité, il n'y aura pas d'effet levier. Parce que les entreprises qui vont candidater aux différents marchés, elles ne pourront pas, dans un cas, être sur l'échelle performance carbone, dans l'autre impact score, etc. Il faut que ce soit la même méthodologie, que ce soit le plus simple possible, efficace. C'est comme ça, je pense, qu'on les embarquera. Elles nous l'ont d'ailleurs à peu près toutes confirmé. Si on pouvait idéalement essayer, malheureusement la voie politique de la France là, est un peu affaiblie en ce moment, mais envisager ce déploiement à l'échelle européenne, on augmente d'autant plus les chances derrière pour nos opérateurs économiques aussi de faire valoir leurs avantages comparatifs. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul sur l'idée qu'il faut accélérer, mais il faut qu'on soit bien dans l'idée, et d'où la nécessité d'en permanence faire ce lien entre le local et le national, et des réseaux comme Reséco y contribuent, pour qu'on ne démultiplie pas les solutions, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, et derrière, c'est atteindre cet effet levier en termes d'efficacité. Enfin, là, aujourd'hui, pour moi, on n'a plus le temps d'attendre. On a mis un objectif très clair en termes de calendrier. Là, sur que l'absence de gouvernement ne nous aide pas, mais pour moi, c'est dans les 6 mois, il faut que ces sujets-là soient purgés. On met une équipe autour de la table, des universitaires, des élus, des opérateurs économiques, tout ce qu'on veut, mais on ressort de là avec des outils clairs qui nous permettent demain d'objectiver les performances attendues. Il nous reste 8 minutes, là, 9 minutes d'intervention encore.
Je peux rester un peu plus s'il faut. Hein. Je vous propose de prendre une dernière question avant de faire un dernier tour de parole là, pour conclure. Dernière intervention, ce serait peut-être intéressant d'avoir une intervention des autres réseaux régionaux de la commande publique, justement. Voilà, parce qu'il y a une question aussi à ce niveau-là. En attendant que les autres réseaux posent leurs questions ou interviennent, je vois dans le chat la question de la formation sur les futurs élus. C'est l'occasion justement de dire que c'est quelque chose qui nous a inspirés. Et donc, on va lancer quelques actions de sensibilisation en amont des prochaines élections municipales, en espérant pouvoir agréger autour des élus qui sont déjà élus et qui vont renouveler leur mandat, peut-être des candidats qui ne sont pas encore élus et qui se portent candidats pour le prochain mandat. C'est quelque chose qu'on va démarrer dès le mois de novembre, donc soyez attentifs à notre communication. Et puis, si ça peut éventuellement permettre à certains candidats d'éviter de promettre des choses qu'ils ne pourront pas tenir parce qu'ils ne connaissent peut-être pas suffisamment l'état de la loi, des contraintes qui s'imposent, et derrière générer des frustrations parce qu'encore une fois, je ne sais pas si vous l'observez, mais moi, dans les conseils d'administration des lycées, dans toutes les réunions avec les élus, etc., il n'y a pas maintenant une réunion où on ne m'interroge pas, et au-delà de moi, sur l'achat. Qu'achetez-vous? Comment l'achetez-vous? Enfin, et je pense que dans le mandat qui vient, ce sera encore plus regardé parce qu'avec des euros qui se réduisent, comment vous les affectez? Est-ce que vous jouez bien le jeu de l'économie, du soutien à l'économie locale dans le respect des règles de la commande publique? Et donc, il est clair que si on peut aider les futurs élus, pas simplement pour le temps du mandat, mais en amont de la feuille de route qui va être la leur en la matière, je pense que c'est une très bonne chose. Et en lien avec ce que disait Didier aussi tout à l'heure, et nous, on va y travailler avec les prochains responsables nationaux, mais que des formations puissent être assurées par les acteurs de terrain, parce que oui, si vous êtes dans la péninsule bretonne ou dans les Hauts-de-France ou en PACA, les réalités ne sont absolument pas les mêmes. Vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Catherine et Anne, je vous vois écrire dans le chat. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions directement. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est Anne Ben, je travaille pour l'association en Nouvelle-Aquitaine à 3R. Et Catherine a posé sa question sur le chat. Moi, c'est une question un peu, je ne sais pas si j'avais politique, mais notamment sur nos réseaux régionaux. Donc, vous connaissez le Réseco, vous avez probablement un peu vu le maillage territorial qui est assez différent selon les territoires. Je me pose la question, enfin nous c'est une question qu'on se pose aussi en interréseau, c'est quel rôle devront jouer nos réseaux à l'avenir. Aujourd'hui on est beaucoup sur le terrain, on forme nos acheteurs, on fait réseau, on anime des groupes de travail. Voilà, je pense que le travail à l'échelle territoriale on le mène. J'ai l'impression qu'il manque un maillage, en fait il manque un lien avec un enjeu national voire européen. Est-ce que c'est la voix de vous en tant qu'élu qui doit être peut-être portée de manière plus visible? Et je me disais que peut-être ce rapport sénatorial est peut-être une occasion sympathique pour y réfléchir collectivement. Donc cette articulation entre les réseaux régionaux et la dimension nationale, qui est par des données de terrain. C'est ça, on en parlait avec Didier, je me permets de dire, nous, des fois, on fait remonter des observations, on ne sait pas à qui s'adresser. On a du mal, et pourtant il y a le commissariat au développement durable, et c'est un peu notre problème. Il faudrait qu'il y ait une chaîne de construction en tant qu'acteurs régionaux, et je partage ce qui vient d'être dit, on puisse remonter des préconisations, des attentions, des demandes, et faire notre retour sur ce qui fonctionne ou pas. Quand nous, on est délégataire d'une mission, je veux dire que ça fonctionne, mais on voit aussi les limites des fois. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le système? Alors, ça peut être une question effectivement de financement, mais pas que. Et je pense que là, effectivement, c'est notre rôle aussi de pouvoir jouer ce retour en transversalité, remonter, comme tu le disais, Simon. Et je crois que c'est vraiment capital aussi. C'est vraiment un rôle important qu'on a sur nos territoires. Et la deuxième question, donc, qui était la question de Catherine Préma du réseau d'Auvergne-Rhône-Alpes,
qui posait la question du pilotage par la donnée, qui n'était pas forcément quelque chose de partagé. Et du coup, quels moyens mobiliser justement pour emmener et embarquer autour de ce sujet-là? Alors, Donc, ça fait 2 belles questions. d'accord, oui, 2 très belles questions. Simplement, Catherine, si vous me permettez que je vous appelle par votre prénom, merci beaucoup Bien pour la sûr. question. Mais quand vous dites ne semble pas être partagé, c'est pas être partagé par qui? Alors, c'est pas partagé par ceux qui peuvent soutenir ou apporter des moyens pour justement mettre en place cette gestion de la donnée. Et donc, on tente auprès de nos... Alors, il y a quelques collectivités qui sont intéressées, qui aimeraient bien avoir ces informations, mais on n'a pas de moyens, en fait, clairement, pour mettre en place un observatoire à l'échelle régionale. Oui, alors là, pour le coup, si vous voulez, on démarre par ce sujet, et puis je terminerai par la question d'Anne Benz là, sur le rôle des réseaux et leur articulation, puisqu'il y a deux recommandations qui font directement écho. Sur le pilotage par la donnée, alors là, au moment où on se parle, c'est très clairement une démarche essentiellement volontaire. Et donc qui dépend directement de la volonté politique des uns et des autres. En Bretagne, c'est un sujet honnêtement qui est plutôt partagé, même si les niveaux de maturité sont très variables, au-delà même des tailles des collectivités. Mais pour finalement résoudre en partie ce problème, je ne suis pas du tout un adepte de la contrainte, mais aujourd'hui, je pense que sur ce sujet, parce qu'on parle de 400 milliards d'euros, on doit exiger cette remontée de données. C'est d'ailleurs pourquoi dans le rapport et dans les recommandations, vous l'avez vu, on fait en sorte d'être sur la publication. Alors, on sait très bien, il y aura des réactions, etc., il y en a déjà eu, mais la publication dès le premier euro. Parce qu'on doit avoir cette vue consolidée et qu'aujourd'hui, dans l'intérêt même aussi bien des acheteurs publics que des opérateurs économiques, on doit savoir quel est l'effet levier des euros que nous mettons en matière d'achat. Parce qu'à un moment où tout le monde va devoir faire des efforts, il faut prioriser et peut-être que dans un certain nombre de cas, on peut faire autrement, mais c'est surtout démontrer, moi, ma conviction, que les euros de la commande publique, en réalité, ils sont ultra bénéfiques et permettent d'éviter des surcoûts qui devraient être assumés en cas d'inaction. Ça a été rappelé par les uns et par les autres, donc à de nombreuses reprises. Donc sur le pilotage par la donnée, nous on avance quand même si ça n'est pas écrit exactement comme ça, mais si vous prenez les différentes recommandations plutôt à la fin du rapport sur la recommandation donc évidemment 61, 62, 63, 64, 65, on va vers un schéma de remontée généralisée des données avec des outils évidemment qui permettent l'interopérabilité. Encore une fois, nous si je prends l'exemple de la région Bretagne, on a dans l'Observatoire des données de l'achat public les données en quasi-temps réel, loi Egalim, dans nos 96 services de restauration. Pourquoi ? Parce qu'on a déployé le même logiciel dans tous nos services de restauration, on forme nos agents et donc on est capable, là, si à la seconde vous vouliez le chiffre du jour, on est capable de l'obtenir en appuyant simplement sur un bouton. Et on a vu que dans d'autres régions, je ne les citerai pas, mais c'était plus compliqué. D'abord parce que nous, on est une petite région, évidemment. Quand vous comptez de très nombreux départements et donc vous multipliez le nombre d'établissements, etc., ça peut être compliqué. Mais c'est un choix politique. Elle a vraiment un choix politique. Donc, qui est du volontariat, ok, mais en fait, au regard de l'enjeu budgétaire et dans l'accélération des transitions, pour moi, de toute façon, on n'aura pas le choix. Et ça va au-delà même de la commande publique. Moi, je suis un adepte du pilotage par la donnée. C'est pour moi la meilleure manière de redonner confiance aux citoyens dans l'action publique. Parce qu'autrement, on peut toujours discuter en l'air, dire j'ai eu un retour de terrain et puis prendre un cas particulier, en faire des généralités. Non, parlons de façon objective, claire, sur des données partagées par les uns et par les autres. Et à partir de là, on fait le débat, y compris entre opposition et majorité. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça doit être fiabilisé, objectivé.
Donc voilà, moi le message que je peux faire passer, c'est que bon, ça va prendre du temps, mais ceux-là même qui défendent l'efficacité de la dépense publique, qui disent on doit dépenser mieux, on doit dépenser moins, souvent ils ajoutent le deuxième point. Eh bien ceux-là, s'ils vont au bout de leur logique, ils doivent assumer aussi le pilotage par la donnée, parce que c'est la condition de possibilité de cette dépense publique efficace. Et d'être conforté, tu parlais de la loi Egalim, mais moi, la loi AGEC aussi, par exemple, qui nous demande, nous en tant que collectivité d'une certaine taille, de faire un reporting sur le fait que l'on se conforme dans nos achats. Et pour l'instant, même ma collectivité a du mal. On vient de sortir nos premiers rapports. Donc, je pense qu'il y a besoin de cet accompagnement et qu'on accompagne parce que presque c'est efficace, un outil d'efficacité, mais on est hors de la loi. Et c'est vrai que c'est le paradoxe de l'État, qu'on vit maintes fois, qui nous demande de nous conforter effectivement une loi et puis qui ne nous donne pas les outils ou les outils d'accompagnement sur le territoire. On pourrait grandement accompagner, ne serait-ce que sur la loi AGEC, la loi Egalim, on le fait, mais accompagner nos acteurs locaux pour les aider à construire la base de données et fournir la donnée déjà réglementaire par rapport à la loi, quoi. Donc, et on n'a rien à cacher. Enfin, c'est de l'argent public, c'est de l'action publique. Et je pense que, y compris quand on n'y arrive pas, parce que c'est parfois compliqué, on doit pouvoir l'expliquer. Et il y a des éléments. Évidemment, quand dans un service, vous avez des gens, ça arrive, qui sont en arrêt, vous avez des contraintes diverses et variées, ça fait partie de la vie, ça s'explique. Mais dans la plupart des cas, avec de la volonté et un peu de temps, vous êtes capable d'urbaniser ces systèmes d'information et de disposer de la donnée consolidée. Ça, c'est l'élément clé. Et l'État, enfin moi j'en suis convaincu demain, là je raisonne à moyen terme, mais conditionnera une partie de ces aides à ce pilotage par la donnée. Parce qu'on ne peut pas, enfin on a parlé des aides aux entreprises, mais c'est valable sur d'autres sujets. Dans un moment de très forte contrainte budgétaire, dans l'absolu c'est valable en toutes circonstances, mais a fortiori dans un moment de contrainte budgétaire, on ne peut pas dépenser de l'argent sans s'assurer de son retour sur investissement d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis retour sur investissement, c'est le retour sur investissement social, fiscal, territorial. Enfin, il y a plein de manières de l'entendre. C'est pas l'acception économique la plus basique. Mais on doit pour moi basculer dans ce monde-là, et la commande publique peut servir d'aiguillon. Et pour terminer sur la question d'Anne Benz, ou plutôt son intervention sur le rôle des réseaux, moi j'en suis intimement convaincu. J'ai pu le voir aussi en étant administrateur de Réseco, qui avait en effet aujourd'hui ce besoin d'articulation avec le national, d'où la formulation de la recommandation dont Jean-Paul a parlé, la recommandation numéro 11, qui permet quand même là aussi alors d'affirmer cette coordination à l'échelle des directions centrales, des administrations centrales, mais on a bien parlé, si je reprends le terme, dans le cadre du nouveau pilotage interministériel. Donc on vous le redit, pilotage Matignon avec un comité interministériel mieux coordonné autour d'un chef de file désigné par le Premier ministre, les actions de la DAGE, la DAE, du CGDD, de l'ADEME et des réseaux locaux. Donc pour moi, on entendait très clairement Réseco et ses homologues dans l'élaboration d'outils et de formation d'aide à la transition afin de garantir la cohérence et la pertinence de ceux-ci. Mais en réalité, au-delà même des outils, c'est faire remonter des préoccupations, des incohérences, des difficultés. Et le deuxième volet de cette articulation, c'est le débat annuel. Donc c'est la recommandation numéro 6, où là, vous pourrez passer les uns et les autres par vos parlementaires, sénateurs, députés, pour alerter sur des axes d'amélioration, sur au contraire peut-être des points positifs. Et les deux ensemble doivent nous permettre d'être très opérationnels sur la partie plus stratégique, sur la partie plus opérationnelle en tant que telle, et d'avoir ces temps réguliers de progression. Et parce que c'est vrai que trop souvent, et je m'en arrêterai là, mais on a le sentiment que vous vous battez du mieux que vous pouvez, mais vous n'êtes pas toujours entendu. Quand vous êtes écouté, il se peut, pour peu que la personne change de poste, tout ça, ça se perd dans les limbes. Et puis le sentiment très rapidement de faire du surplace. Donc là maintenant, on n'a plus le temps de tout cela. Il faut qu'on avance. Et je pense qu'en tout cas, avec les préconisations que là nous formulons, nous nous donnons les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là et de pouvoir vous soutenir. Parce qu'une fois que cette reconnaissance aura été prise en compte par les uns et par les autres, votre utilité fera encore moins débat.
elle ne fait déjà plus débat, mais demain, ce sera encore moins le cas. Et donc, si vous montez en puissance, en réalité, c'est tout l'écosystème des acheteurs publics, notamment, qui monte en puissance. Et donc, c'est tout le monde qui est gagnant. Enfin, moi, sur ce modèle-là, j'en suis convaincu. Mais il faut que l'État, dans son organisation globale, accepte d'associer étroitement tous ces acteurs-là, de faire évoluer ces pratiques. C'est peut-être là le plus difficile, mais d'où la nécessité d'avoir des élus, notamment des parlementaires, qui soient très tenaces. Ça boucle un peu la boucle, mais je laisserai Didier Quérault le mot de la fin sur cette idée d'ouvrir des espaces de réflexion et de partage où chacun puisse s'exprimer et porter ses propositions. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi aujourd'hui, de parler politique, en tout cas de la commande publique, de la dimension politique de la commande publique et d'ouvrir des échanges et des dialogues sur le sujet. Je vais laisser le mot de conclusion à monsieur Didier Quérault, puisque de toute façon, vous ne m'entendez pas très bien. Donc, je vais essayer d'y parler pour conclure ce temps. En vous remerciant tous. Très, très rapide. Je vais juste dire autrement ce que Simon vient de dire. On a été très, très content de cette commission d'enquête et du rapport qui a suivi. Parce qu'on, vraiment, encore une fois, je voudrais redire qu'on s'est retrouvés, un peu comme tout à l'heure, Christophe l'a dit pour France Urbaine, on s'est retrouvés dans un certain nombre de préconisations qui ont été dans ce rapport et qui sont pas du verbiage, qui sont des préconisations qui sont très concrètes, que l'on peut imaginer très, très facilement au regard de notre quotidien. Et si je devais dire qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'a dit Anne Vance tout à l'heure, c'est ce lien entre l'échelon national et l'échelon des acteurs de terrain, un lien qui soit dans les deux sens, à la fois dans le sens descendant avec tout le côté macro dont on a besoin et le côté un peu entre guillemets universel à l'échelon de l'espace national ou européen, et puis dans le sens ascendant pour faire entendre des disparités, des particularités sans lesquelles, si on passe à côté, finalement, la lettre reste un vœu pieux. La lettre réglementaire reste un vœu pieux. Donc voilà, ce sera là-dessus que moi j'aimerais bien conclure. On n'a plus que 39 participants puisque les réunions commencent à s'enchaîner pour ceux qui étaient là jusqu'à présent. Donc j'en profite juste pour dire qu'on a débuté le travail, comme on s'y était engagé avec le rapporteur, sur la déclinaison législative de ces recommandations. On a un volet aussi qui est davantage réglementaire qu'on verra avec le prochain gouvernement, un volet plus européen qui pourrait prendre la forme d'une proposition de résolution pour que là aussi on affirme la voix de la France sur le sujet, d'autant que ça semble plutôt faire consensus. Mais dans ce moment-là, on a encore quelques semaines, évidemment preneurs de toutes vos remarques, contributions. Donc, je ne sais pas si vous passez par Reséco ou vous nous contactez, mais en tout cas, encore une fois, c'est pas un travail final, ce rapport de la commission d'enquête. On a des étapes supplémentaires. Donc, au passage, parce qu'il est un peu volumineux, c'est aux éditions Plomb, vous savez, mais justement parce qu'on a fait ce travail de fond. Si vous en souhaitez une version papier, là aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on vous l'enverra avec plaisir, parce que c'est bien le numérique, mais c'est vrai que moi, quand il y a un gros volume, j'aime bien avoir les choses physiquement sous les yeux. Et puis, on aura l'occasion de toute façon de se revoir au cours des prochaines étapes de ce travail, parce que l'objectif, c'est dans les prochains mois de pouvoir rendre tout ça tangible pour les uns et pour les autres. Voilà. Mais encore une fois, un grand merci à Reséco pour cette très belle initiative. Et ce débat-là va se poursuivre. Un grand merci à tous. Merci. Merci à Simon de nous avoir accueillis. Merci à vous. Très beau lieu. C'est la maison de tous les élus. Donc, au passage, si vous voulez venir aussi, et de tous les citoyens, vous êtes les bienvenus. On pourrait se faire un événement, le cas échéant, autour de la commande publique responsable ici au Palais du Luxembourg. Là encore, à votre entière disposition. Et les 20 ans de Reséco. Voilà. Nous fêtons nos 20 ans. Là, quel bel âge. Voilà, quel bel âge. Avec les premiers pères fondateurs et les mères fondatrices qui ont été des militants. Et il y a toujours beaucoup de militants, malheureusement et heureusement. Mais l'idée, c'est qu'on généralise, on le voit bien, qu'on généralise tout ça. Et qu'on ne compte pas que sur les militants, mais c'est important aussi d'être. Et ce sera une grande fête de toute la famille, des homologues de Reséco, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci.